Bienvenue dans le 13h de RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le 23e sommet ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les travaux ont été présidés hier dans le district d'Abidjan par le chef de l'État Alassane Ouattara, le président de la République Alassane Ouattara qui a appelé les pays participants à préserver la paix et la stabilité dans l'espace UEMOA. Toujours en Côte d'Ivoire, la remise officielle hier dans le district d'Abidjan des arrêtés portant agrément et autorisation de diriger et d'enseigner à 98 structures privées engagées dans la protection de la petite enfance, cérémonie organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Enfin, au Soudan, la signature hier d'un premier accord de paix entre dirigeants militaires et groupes civils. Tout d'abord, le 23e sommet ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les travaux qui se sont déroulés hier dans le district d'Abidjan étaient présidés par le chef de l'État Alassane Ouattara, dernier sommet de son mandat à la tête de l'UEMOA. Dans son allocution, le président de la République, Alassane Ouattara, a souligné la nécessité de préserver la paix et la stabilité dans la zone UEMOA. Les détails, Viviane Haïma. 3 chefs d'État, les présidents Macky Sall du Sénégal, Oumarou Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ainsi que le Premier ministre du Niger, représentant le président Mohamed Bazoum, et les ministres représentant les chefs d'État du Togo, du Bénin, du Burkina Faso. Ce 23e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu ce lundi 5 décembre 2022, après le sommet ordinaire du 25 mars 2021. Réunion statutaire fixée par l'article 17 du traité de l'UEMOA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union se réunit une fois chaque année pour faire le point sur l'état de l'Union et définir les grandes orientations de la politique de l'organisation communautaire. Le rapport sur l'état de l'Union, présenté par le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, le ministre de l'économie et des finances du Togo, Sani Yaya, laisse apparaître clairement que l'UEMOA, bien que touchée par la crise de la Covid-19 et actuellement par les effets de la guerre en Ukraine, enregistre des indicateurs économiques dont les évolutions sont encore maîtrisées. Après la reprise économique enregistrée en 2021, qui fait suite à la crise de Covid-19, le monde fait de nouveau face, depuis février 2022, aux effets de la guerre russo-ukrainienne. Ce conflit a induit des perturbations dans les circuits d'approvisionnement, entraînant un renchérissement généralisé, particulièrement des produits énergétiques et alimentaires. Cette situation, conjuguée à l'offre insuffisante des produits vivriers de la campagne agricole 2021-2022 dans l'Union et à la hausse du cours du dollar américain, a eu un effet haussier sur les prix à la consommation. Toutefois, les mesures vigoureuses mises en œuvre par les États membres de l'Union sous vos hautes orientations, Excellences, devraient permettre de contenir les pressions inflationnistes et préserver le pouvoir d'achat des populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui assure en tant que doyen la présidence de l'UEMOA depuis le coup d'État au Burkina Faso, qui a mis fin au mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, chef de l'État du Burkina et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, en ouvrant la rencontre, a félicité la résilience dont fait preuve l'UEMOA face au choc des 2 crises mondiales successives. Au plan économique, nos économies sont demeurées résilientes et le taux de croissance de l'Union a légèrement fléchi néanmoins et est attendu à 5,7% en 2022 après un taux de 6,1% en 2021. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait passer de 3,6%
en 2021 à 7,5% en 2022, c'est-à-dire que le taux d'inflation a plus que doublé, mais heureusement contre plus de 10% en Europe et plus de 20% dans plusieurs pays africains. Ce taux d'inflation, bien qu'étant faible par rapport aux pays du continent et de l'Europe, est quand même trop élevé pour nos populations. Les perspectives économiques pour l'année 2023 sont favorables au plan de la croissance, puisque nous envisageons un taux de croissance au-delà de 7%, c'est-à-dire 7,3%. Chers frères et sœurs, au plan sécuritaire, malgré les efforts de nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité, au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans la santé et l'éducation. En effet, les attaques terroristes perpétrées contre les populations se multiplient et continuent d'endeuiller nos populations. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en œuvre des réformes communautaires, malgré la difficulté de la situation. C'est le lieu de féliciter chacun de nos États et des chefs d'État, de saluer la contribution efficace également des responsables des organes et institutions de l'Union à la mise en œuvre des réformes communautaires et l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Les discours d'ouverture ont fait place aux travaux à huis clos. Un des points importants à l'ordre du jour de ce huis clos, l'élection du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Nous avons décidé à l'unanimité de porter le président Bazoum, président de la République du Niger, à la présidence de la conférence des chefs d'État. Voilà, donc je suis très heureux de féliciter le président Mohamed Bazoum en votre nom à tous. Il connaît bien l'union monétaire et je suis sûr que notre union se trouve donc en de très très bonnes mains. Le fanion de l'UEMOA a été remis à son représentant. Toujours en Côte d'Ivoire, la remise officielle hier des arrêtés portant agrément et autorisation de diriger et d'enseigner à 98 structures privées engagées dans la protection de la petite enfance. Cérémonie organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces 98 structures privées ont donc été exhortées à continuer d'offrir un service de qualité. Pour en parler, Sephora Zegui. 98 promoteurs de centres de protection de la petite enfance viennent de recevoir leur arrêté portant agrément et autorisation d'exercer dans ce domaine. Ces actes qui leur sont remis constituent un contrat entre eux et l'État de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise d'agrément nous officialise aux yeux de nos partenaires familiaux d'engager l'ensemble des fondateurs ici présents à continuer à fournir tous les efforts utiles afin d'offrir un service de qualité à nos populations et à nos tout-petits. Ces structures sont désormais inscrites dans le répertoire des établissements de protection de base sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous avez choisi de soutenir le gouvernement dans sa mission relative au développement du capital humain. Ce faisant, vous contribuez également à la réalisation de la cible 4.2 des objectifs de développement durable qui invite les pays à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance. Parmi ces 98 récipiendaires, 8 ont obtenu l'autorisation de diriger, un document qui fait d'eux des responsables administratifs et pédagogiques. 22 ont obtenu l'autorisation d'enseigner et 68 promoteurs l'agrément officiel d'exercer. Un centre de protection de la petite enfance est une structure à caractère social et éducatif de protection de la petite enfance qui accueille et prend en charge pendant la journée les enfants de 3 mois à 5 ans.
De nouveaux manuels scolaires pour l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Ces ouvrages qui respectent désormais l'approche pédagogique nationale seront utilisés par les écoliers inscrits dans les établissements confessionnels islamiques. Ces nouveaux documents ont donc été présentés officiellement et expliqués aux autorités éducatives et religieuses du pays. Le point par Gassoro Koné. Pour permettre aux élèves des écoles confessionnelles islamiques d'être au même niveau que ceux du système éducatif formel, de nouveaux manuels scolaires ont été présentés aux responsables des différentes écoles confessionnelles islamiques par la PCE, plateforme des structures islamiques d'éducation. Nous avons élaboré des livres arabes qui pourront servir même les non-musulmans dans l'apprentissage de la langue arabe, qui est l'une des langues internationales par excellence. Nos écoles étant des écoles nationales qui doivent répondre aux défis actuels de notre pays. Cette initiative de la direction exécutive de la plateforme des structures islamiques d'éducation, saluée et soutenue par la direction de l'éducation non formelle, les fondateurs, les dirigeants et les encadreurs des écoles confessionnelles musulmanes, mais aussi par le représentant de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM. Aujourd'hui, quand on voit les livres qui sont confectionnés par les Ivoiriens, ce n'est pas des Arabes qui ont écrit ça. Ce sont les Ivoiriens qui ont écrit ces livres-là. Mais quand tu lis dans les livres, tu vois que ça rime avec la société ivoirienne. L'enfant doit connaître d'abord son pays, son environnement. C'est après son pays et son environnement qu'il peut chercher à connaître les autres pays. Il faut que tout ce qui est structure d'éducation soit conforme aux réalités de ce pays. Et il a fallu vraiment des gens comme la plateforme et puis les structures islamiques et les imams pour se mettre vraiment en activité pour qu'on puisse avoir ces manuels. Les cours préparatoires, les cours élémentaires et les cours moyens, première et deuxième année, sont les niveaux concernés par ces nouveaux manuels avec un contenu respectant le système éducatif conventionnel, la APC, l'enseignement par approche par compétence. Depuis 2012, plus de 700 écoles confessionnelles islamiques ont été intégrées dans le système de l'éducation formelle, une manière pour les dirigeants de ces écoles de faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Une journée en Côte d'Ivoire pour se souvenir des victimes des accidents de la circulation. L'occasion pour le ministère des Transports de sensibiliser les populations au danger des accidents de la route, surtout en cette fin d'année 2022. Cette campagne s'est déroulée dans plusieurs lieux de culte. À noter que les leaders religieux ont massivement soutenu cette action du ministère des Transports. Les détails, Frédéric Oulaye et Jean Djadji. Environ 15 000 accidents causent plus de 10 000 morts par an en Côte d'Ivoire, selon les statistiques publiées par le ministère des Transports. Ces accidents sont souvent dus à l'incivisme des usagers. À la faveur de la journée africaine de la sécurité routière, le ministère des Transports et l'OSER entreprennent une tournée de sensibilisation dans les lieux de culte. Première étape, église des Assemblées de Dieu de Yopougon. Les lieux les mieux indiqués, c'est de venir donc sur les lieux de culte, à l'effet donc de les instruire à une certaine sensibilisation pour que toute la population, à travers eux, puisse être informée. L'Église est prête et veut se joindre à vous pour tout ce qui est de la vie humaine, pour la santé. C'est là notre ministère. Les accidents de la circulation constituent la deuxième cause de mortalité dans le pays, selon le ministère de tutelle. L'implication de tous est indispensable dans la lutte contre ce phénomène. Après la communauté chrétienne, la délégation s'est rendue à la grande mosquée du plateau. Que nous soyons prudents sur les routes, et que nous soyons patients, n'est-ce pas, sur la route, et que nous portons en nous, en tout cas, la responsabilité de ceux qui sont avec nous dans le véhicule. L'édition 2022 de la Journée africaine du souvenir des victimes des accidents s'est déroulée autour du thème « Stop à l'incivisme ». Des dons ont été faits dans ces différents temples et mosquées en nature et numéraire. Objectif, intensifier la sensibilisation en vue de réduire le taux d'accidents en Côte d'Ivoire.
Autre actualité nationale, la police de proximité enseignée dans plusieurs localités. C'est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À Béoumi, dans la région centre du pays par exemple, plus de 500 leaders d'opinion ont participé récemment à ces sessions de formation. Les explications de Soro Corona de RTI Boaké. Inclure les attentes et les besoins du citoyen dans les missions de la police. C'est à cette approche que veut répondre la doctrine de la police de proximité, approche qui vise à rétablir la confiance rompue entre la population et l'institution policière. Dans la région de Béké, cette doctrine est en expérimentation. Après le département de Botro, 500 chefs de village, présidents de jeunes et de femmes, leaders d'opinion sont en formation à Béoumi. Il s'agit d'amener les populations à coproduire la sécurité avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant les faits et individus suspects. Il est question de rappeler aux populations leur rôle majeur dans la production de la sécurité qui est la dénonciation, qui est de donner les informations idoines aux forces de sécurité intérieure. La sécurité étant un préalable à tout développement, les participants s'engagent à collaborer étroitement avec la gendarmerie et la police nationale. C'est une doctrine d'importance qui, de loin, est très efficace en renforçant les capacités des uns et des autres, notamment les chefs de village. Nous pouvons approcher les résultats escomptés. Voyez-vous un peu, avec cette sécurité, cette paix, le président de la République a réussi à faire le pont de Béoumi. Le président de la République a réussi à électrifier beaucoup de villages. Que la paix et la sécurité vont de pair. Cette vulgarisation de la doctrine de la police de proximité est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La menace ne peut être jugulée que par les populations. Et nous continuons de célébrer le mariage entre les populations civiles et les forces de sécurité intérieure pour qu'ils se donnent la main. La formation sur la doctrine de la police de proximité de Béoumi a duré 6 jours. Boaké, dans la région centre du pays, évacué d'urgence le 4 décembre dernier au centre hospitalier universitaire, 11 jeunes enfants du village de Bokankro qui avaient fait un malaise se portent mieux aujourd'hui. Ils ont retrouvé leur famille. Les autorités locales ont visité ces jeunes convalescents. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Boaké. 11 enfants victimes de malaise du village de Bokankro rejoignent leur domicile après un séjour au CHU de Boaké. À leur côté, les autorités locales. Depuis le vendredi jusqu'à ce soir, je crois qu'on peut sourire. La population de Kankro a été très forte devant ce mal. La population de Kankro nous a aidés dans les investigations. La population de Kankro a été calme pour qu'ensemble on puisse trouver l'origine de ce mal. Dans pareilles circonstances, ce qui est recommandé, c'est vraiment le sang-froid et la sérénité. Bravo au chef du village de Bokankro, bravo au président des jeunes et merci surtout à toute la population. Et encore Yako, à ceux qui ont perdu des enfants et toutes les familles éplorées. Les parents des enfants expriment leur gratitude pour la mobilisation des représentants de l'État. Ils ont dit qu'ils allaient s'occuper des enfants. L'État allait prendre la santé des enfants en charge. Mais on ne croyait pas parce qu'on s'est dit qu'arrivé là-bas, ils allaient nous dire qu'on n'a qu'à payer les soins. Mais ça n'a pas été le cas. On a été bien traités, ils nous ont bien reçus et on a reçu les médicaments gratuits. Pour rappel, 5 enfants ont perdu la vie suite à un malaise. Les enquêtes se poursuivent pour trouver les causes exactes. À ce jour, 4 enfants sont encore internés au CHU de Boaké. La vaccination et le respect des gestes barrières pour lutter efficacement contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un seul cas de coronavirus a été enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 889 cas confirmés de coronavirus, 87 051 personnes guéries, 830 décès et 8 cas actifs. Rappelons que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination.
Toujours en Côte d'Ivoire, concert de sensibilisation au danger de l'insuffisance rénale. Cet événement, organisé par le Rotary Club Abidjan 2, va se tenir le 16 décembre prochain dans la commune de Cocody. Avec à l'affiche l'artiste gospel KS Bloom. Information rapportée il y a quelques jours par les responsables du Rotary Club Abidjan 2 lors d'une conférence de presse. Le point dans ce reportage de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Une journée de sensibilisation dédiée à la lutte contre l'insuffisance rénale, engagée par le Rotary Club Abidjan 2 Plateau. Comment favoriser la prise en charge des malades à moindre coût? Les détails sont expliqués à la presse. Nous organisons un concert caritatif. L'objectif, c'est de sensibiliser massivement sur la lutte contre l'insuffisance rénale. Le Rotary International, c'est un club service. Nous, au niveau des 2 plateaux, nous luttons contre l'insuffisance rénale. Donc chaque année, nous offrons des générateurs de dialyse au CNPT. Nous faisons la sensibilisation aussi pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se faire dépister, parce que c'est à la base que ça commence. Une initiative portée par plusieurs artistes. Ils entendent manifester leur soutien aux personnes atteintes de la maladie de l'insuffisance rénale. On connaît un peu les statistiques, plusieurs personnes en souffrent. Étant disciple, il est de mon devoir d'aider les personnes dans le besoin. Et le Rotary nous a invités pour rejoindre le combat. On va s'y mettre pour donner ce qu'on peut pour que le but soit atteint. Le club rotarien mène des actions à portée sociale au bénéfice des populations et cela se matérialise par la construction de plusieurs infrastructures, notamment des écoles, des forages et des centres de santé. Voilà, on faisait le point avec Frédéric Oulaye, Didier Nguessan et Franck Quadio. Autre actualité nationale avec la poursuite du programme d'organisation et de modernisation de la filière bétail, une initiative du ministère des Ressources animales et halieutique. À Yamoussoukro, dans la région centre du pays, par exemple, les éleveurs ont créé récemment une société coopérative. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue à la préfecture régionale. Les explications de Sephora Zegui. Les éleveurs de bovins et d'ovins de Yamoussoukro, désormais réunis au sein d'une société coopérative, lors de l'Assemblée générale constitutive de l'organisation, Sidibé Issa est désigné à l'unanimité par ses pairs en qualité de président du conseil d'administration. Dans l'élevage là, c'est pas facile. Donc c'est à cause de ça, on s'est rassemblés pour faire une société coopérative. Que tu sois éleveur, que tu sois commerçant, que tu sois boucher, que tu sois un acteur, il faut prendre en marche cette question d'organisation. Vous êtes là pour travailler, on dit profession, c'est votre travail. Vous devez prendre au sérieux. Et c'est pourquoi nous, on vous encourage. Le directeur régional du ministère des Ressources animales et halieutiques, Kwaku Yao, salue l'initiative de cette organisation pleinement inscrite dans la politique du gouvernement, celle de professionnaliser et de dynamiser le secteur bétail. Il exhorte par ailleurs les éleveurs de Yamoussoukro à œuvrer en synergie pour l'atteinte de l'autosuffisance en matière de protéines animales en Côte d'Ivoire. Pour son mandat de 5 ans, le nouveau président du conseil d'administration de la société coopérative s'engage à emmener les membres de sa coopérative à exercer dans les règles de l'art. Il promet surtout de travailler au rassemblement des éleveurs de Yamoussoukro afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement. Direction à présent l'Indénié du Hablin dans la région est du pays où le projet de développement des chaînes de valeur a organisé il y a quelques jours un atelier de formation. Les acteurs du monde agricole de Agni Bilekrou et de Abengourou ont été outillés sur les méthodes efficaces d'écoulement des productions. Les explications, Herman Niamia. C'est un atelier qui a eu pour cadre Agni Bilekrou et Abengourou et a réuni plusieurs producteurs et productrices de vivriers et de maraîchers. À l'ordre du jour, la question de la production, mais surtout celle relative à l'écoulement de cette production sur les marchés. Le constat général, les acteurs du milieu rural arrivent à produire, mais n'arrivent pas à écouler leur production. Donc la question de mise en marché devient une problématique assez importante. Et les solutions à cette problématique, après différentes réflexions, il est bon
par les différents partenaires du projet de mettre en œuvre ce qu'on appelle les SIM, les systèmes d'information sur les marchés, les BVP qu'on appelle les bureaux de vente des producteurs. L'atelier de formation des acteurs du milieu rural est diligenté par le PDCID, le projet de développement des chaînes de valeur dans l'Indénie Guablin. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs et de faciliter la mise en œuvre des opérations, favoriser également un cadre d'échange des acteurs des différentes filières visées par le PDCID. Nous devons accompagner les producteurs dans la transformation des produits vivriers, dans la production et le conditionnement du miel, dans la production de cultures maraîchères, mais surtout accompagner les producteurs dans la commercialisation des produits vivriers. Les ateliers se sont déroulés en plénière et en travaux de groupe tant à Nibilokru qu'à Bengourou. Des questions-réponses avec projection diapo ont permis aux apprenants du jour de s'instruire sur la préoccupation de l'heure. À l'issue des travaux, tous ont relevé le bien fondé de cette séance de formation qui, disent-ils, va permettre aux coopératives et autres producteurs individuels de rentabiliser leurs activités. Notre secteur, le secteur vivrier, est un secteur pourvoyeur d'emploi et de ressources. Donc il est important que nous soyons organisés et bien structurés. Et c'est ce qu'aujourd'hui le PDCID et le MON auraient l'opportunité de le faire. Une session de formation qui s'est achevée dans une ambiance bon enfant pour permettre aux formateurs et apprenants de resserrer davantage les liens pour une bonne coordination des actions sur le terrain. Un nouveau siège pour le conseil régional du Bafing dans la région nord-ouest du pays. Ce bâtiment a donc accueilli récemment la 4e session ordinaire du conseil, rencontre dédiée à l'exercice 2022. À noter que le président du conseil régional du Bafing, Mamadou Sanogo, a fait le bilan des réalisations entreprises de 2019 à 2022. Les détails, Ève Boué. L'année 2022 se termine en beauté pour le conseil régional du Bafing. La dernière session ordinaire se tient dans le tout nouveau siège, un joyau architectural composé d'un bâtiment administratif, d'une présidence et d'une salle de réunion de 500 places. L'inauguration officielle est prévue pour début 2023. Nous sommes nous-mêmes émus de voir que le projet a pu se réaliser. Pour nous, ça a quand même un sens très très fort. Nous ne pouvons que remercier son Excellence le Président Alassane Ouattara. Parce qu'en réalité, c'est la mise en œuvre de sa politique de décentralisation. Quand tu vois le conseil de Touba, pour dire que nous sommes à Touba, tant qu'on n'est pas sorti dehors, personne sent qu'on est à Touba. Le Maou est satisfait, nous sommes satisfaits aujourd'hui. Au cours de la session, l'état d'exécution des projets du Conseil régional de 2019 à 2022 a été présenté et les perspectives pour 2023. Vous n'avez plus de sous-préfecture ici qui n'a pas de collège de proximité en construction ou déjà réalisé. Vous n'avez plus pas de sous-préfecture enclavée. Et le taux d'électrification grâce à la politique du président Alassane Ouattara a connu une bonne poussée alors qu'on était très en retard. Maintenant, 2023, ce sera plutôt le développement humain. Parce que beaucoup de jeunes sont sans emploi. Développer l'entrepreneuriat, la formation, l'auto-emploi. En marge de cette réunion, le conseil régional du Bafing a offert 3 ambulances pour les centres de santé de Tienko, Boroko-Senko et le centre de secours d'urgence du Bafing. Des festivités à Korogo, dans la région nord du pays. En effet, les populations ont participé il y a quelques jours à un cross autour du thème « Le sport, c'est la santé ». Événement sportif parrainé par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. À noter la participation de 2000 compétiteurs. Le point, Seydou Koulibaly. Sortis massivement des différents quartiers de Korogo, les populations ont pris d'assaut la place de l'Indépendance pour participer à la première édition du Cross populaire de Korogo. À travers les grandes artères de la ville, les participants se sont surpassés et ont fait preuve d'endurance. Cette initiative de Sargat Tiosport a rencontré l'assentiment des autorités de la cité du Poro. Cette initiative, celui de ce cross, est une activité sportive et qui permet en tout cas d'animer sainement donc la jeunesse.
tout cela contribue à l'animation de la ville. La ville de Korogo, au niveau du championnat national d'athlétisme, est sur les plus hauts podiums. La première édition du Cross populaire de Korogo, placée sous le signe du rapprochement des peuples par le sport, a rassemblé plus de 2000 coureurs, essentiellement des écoliers, des élèves et des étudiants. Un pari réussi grâce à la mobilisation des agents régionaux du sport, de la police nationale de la santé et de l'éducation nationale. Rendez-vous est pris pour d'autres éditions encore plus innovantes et riches en émotions. On faisait le point avec Seydou Koulibaly et Aude Alégbé. En image, l'actualité hors de chez nous et nous partons au Soudan où les dirigeants militaires et groupes civils ont signé hier un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est et cela depuis le coup d'État du général Bourhan le 25 octobre 2021 qui a fait dérailler une transition difficile vers un régime civil. À noter que cet accord a été salué par les autorités américaines et leurs alliés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de toujours suivre RTI 1.